mélanger les deux, merde. Il est plus facile de convaincre un intelligent qu'il est con que de convaincre un con qu'il est con. Et bam! La citation de Pascal que je voulais absolument vous lire, et je m'en fous. Sciences, arts, philosophie, mathématiques, politique, intelligence artificielle, technologie, internet. L'amortissement Landau non linéaire et Des arguments de merde en fait. Son tacle il est tellement beau. l'entropie, gna gna gna. Non, Relative à l'équation Boltzmann. ça, un gamin de 3 ans pourrait le faire. Des promesses à la con, on est dans l'arbitraire du langage. On sollicite aussi pour une efficace. Alors, salut vous. Je pars en vidéo YouTube, mais je vais aller me poser dans la voiture. Je pars pour une vidéo culture G. J'essaye de l'enregistrer depuis 3 jours, mais je suis dans la maison de mes beaux-parents et on est plusieurs. Il y a du monde. Et moi, je veux pas gêner, je veux pas être gênée. Donc c'est tout un casse-tête. Dans la voiture, je vais être au top. J'ai pris mon petit café, mes livres, tout. Alors, je me mets côté passager ou côté conducteur? Côté conducteur, je pense. Salut vous! Je pose le café au milieu. On prend place. Hop! Et voilà. Ah, ça y est. Comment je pose le téléphone? Je suis basse là. Petit test de cadrage. Je vous mets tout. Hein. Là, normalement, on est bien. Attendez. Le café. Si monsieur me voyait avec le café dans la voiture... Il verra plus tard. Et ben on est bon. Les vérifications sont faites. Oula, comment j'avais mis le téléphone? Ah non, si tu me refais pas comme je l'avais mis, ça va pas le faire. Là, on est bien. Allez, ça tourne. Aujourd'hui, je vous ai promis une vidéo culture générale qui m'a été inspirée par ce livre que j'ai fini, qui fait, franchement, il fait 60 pages et il y a 20 pages de plus qui correspondent à la présentation de l'association parrainée par les deux personnes qui discutent dans ce livre, qui sont Cédric Villani et Bartabas. Bartabas que je connaissais pas. Villani que j'ai déjà rencontré, je vais vous mettre des extraits. Mais d'abord, je vais vous dire que cette vidéo, je la fais parce que elle incarne exactement la vision des réseaux sociaux que je projette, mon utilisation des réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, ça doit pas être que des vidéos absolument orientées vers tout ce qu'il y a d'enrichissant intellectuellement. C'est-à-dire qu'il faut savoir ne pas se prendre au sérieux sur les réseaux sociaux, il faut savoir les utiliser comme tels, et en même temps, il ne faut pas que ce soit que du divertissement, que de l'abrutissement, permettez-moi de le dire. Il faut qu'il y ait quelque chose entre les deux. Il y a dans les contenus trop sérieux, trop, vous savez, quand vous voulez enrichir votre culture générale et que vous allez sur des chaînes YouTube, des pages Instagram, les gens se prennent trop au sérieux. Et souvent, ce sont des gens, souvent, pas toujours, des gens qui font preuve de snobisme intellectuel et qui ne vont pas aller se mélanger avec les gens qui créent du contenu plus lifestyle, plus partageant leur vie, leur légèreté, leurs réflexions un peu simples. Et alors, en fait, nos vies, à vous, à moi, sont toutes composées de choses extrêmement sérieuses, de choses extrêmement enrichissantes qui nous font avancer et d'autres choses très légères. Et pourquoi il faudrait absolument choisir de porter une seule casquette et d'être bloqué dans celle-là? Moi, je refuse. Je pense que les réseaux sociaux sont un outil extraordinaire pour insuffler de la culture générale en contrebande, dans du divertissement. Et c'est pour ça que le format lifestyle, moi j'aime ça, je trouve pas ça dénigrant, je trouve pas ça rabaissant que de faire des vlogs par exemple. Là où je sais que c'est pas la vie de tous, notamment de profs qui vont faire du contenu très, très lettré, très, très intellectualiste sur les réseaux. On peut mélanger les deux, merde. Bon. Vous avez compris. Aujourd'hui, on va faire une vidéo culture G, mais c'est pas pour autant qu'on va absolument rester sérieux du début à la fin. Cette vidéo, donc comme je vous l'ai dit, elle va rebondir sur ce livre qui est très facile d'accès, très accessible, qui était très plaisant à lire. Comment conjuguer passion et création? Je vais vous parler de comment est né ce livre, de qui sont ses auteurs, ou en tout cas les deux personnes qui dialoguent dedans. J'ai préparé cette vidéo en faisant des notes. Vous voyez, c'est pas parce que je me prends pas au sérieux que je fais pas les choses sérieusement. Il y a 4 pages de notes. Au début, la vidéo, ça va être des réflexions qui rebondissent sur le livre. Et ensuite, la vidéo, je pense, va gagner en densité parce que j'ai relevé des points que je voulais approfondir. Dans cette vidéo, on va parler d'art, on va parler de science, on va parler de ce qui, comme ça, a priori, de prime abord, oppose ces deux disciplines, ces deux secteurs. Et pourtant, on va y venir. On va parler de comment faire société. On va parler de la chose politique, du politique, de la res publica, la République
public, au sens propre, au sens latin. On va parler intelligence artificielle, donc sciences, arts, philosophie, mathématiques, politique, intelligence artificielle, technologie, internet, bref, tout ça. Et on va le faire entre rigueur et candeur. Ah, ça sonne bien. Ça sonne bien, j'aime bien. Parfois, je suis fière de mes formulations. Mais il ne faudrait pas que je dise que je suis fière parce que ça casse l'effet de beauté de la formulation. Bref. Alors, les réflexions philosophiques, comme je vous le disais, elles vont rebondir sur ce dialogue-là. Un dialogue inattendu entre un artiste et un scientifique talentueux. Commençons par présenter Villani. Cédric Villani est médaille Fields, c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques, c'est la médaille Fields à l'échelle mondiale. Et il s'avère qu'en France, on a de très grosses têtes mathématiciennes. En fait, en France, on est nul au milieu. Notre niveau, l'éducation nationale, tout ça, tout le monde s'afflige. Ah, c'était mieux avant. Ah, le niveau des élèves baisse, gna gna gna, vous l'avez entendu 1000 fois. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais à échelle universitaire on a des très très grosses têtes. On est vraiment, une figure de proue à l'échelle internationale, la France. Et on a notamment Cédric Villani qui incarne ça parfaitement avec sa médaille Fields qu'il a reçue en 2010. Attendez, je vais essayer de vous sortir l'intitulé de ses travaux. Les travaux pour lesquels il a reçu la médaille portaient sur l'amortissement Landau non linéaire et l'entropie relative à l'équation de Boltzmann. Attendez, je l'ai écrit, mais j'ai essayé. En fait, je suis capable de l'expliquer vulgairement, mais je voulais retenir pour ma culture générale la formulation, l'intitulé de son travail. Ah voilà. Sur l'amortissement Landau non linéaire, j'avais la première partie, et l'augmentation de l'entropie associée à l'équation de Boltzmann. Ça va. On y était. En tout cas, ça c'est pour Villani. Villani est aussi homme politique. Il a été député, je ne sais pas s'il l'a encore. Il a été candidat à la mairie de Paris face à Hidalgo entre autres et Emmanuel Grégoire et compagnie. Donc Villani a, je trouve, un point de vue intéressant à bien des égards sur des sujets à la fois scientifiques, artistiques on va y venir, mais politiques. Et Bartabas, je le connaissais pas. Alors que mon copain si, mon beau-père aussi, quand j'en ai parlé, il me dit bon, je suis pas spécialement fan de ce genre de spectacle de représentation, mais le nom me parle. C'est un écuyer qui a réalisé des spectacles, des représentations de chevaux. Ça a eu tellement de succès qu'il a lancé plusieurs projets au point de fonder une école, une académie équestre à Versailles. Il est connu pour ça. Je sais qu'il y a aussi autour de lui des réalisations cinématographiques autour de son travail, de ce qu'il a pu faire dans sa vie, qui touche souvent à l'art et aux chevaux. Pour Villani, il s'avère que je l'ai rencontré il y a un tout petit peu plus d'1 an, en 2025, pour lui faire dédicacer ce livre. En fait, je l'ai rencontré à une conférence, je vais vous en mettre des extraits. Et surtout, je vais vous dire que ce livre, il est dédicacé donc pour Elias et Mathilde. Elias était l'ami avec qui je suis allée et qui est le propriétaire du livre d'ailleurs. Il faudra que je lui rende, je lui enverrai ma vidéo. Et en fait, quand on lui a fait dédicacer le livre, on lui a dit « Monsieur Villani, est-ce que vous avez déjà dédicacé doublement ?» un livre, et quand il a regardé la première dédicace, il a dit mais je les connais ces gens, je m'en rappelle. C'est-à-dire que c'est pas juste une dédicace qu'il a faite comme ça, c'est des proches. Donc c'est des proches qui ont refourgué son livre sur le marché de l'occasion. C'est pas cool. Et la dédicace est très jolie pour Elias et Mathilde qui reprennent le flambeau d'un bel ouvrage. Que l'énergie soit avec vous et vos projets. Villani avec le petit marsupilami en bas qu'il a refait d'ailleurs, il l'avait fait de ce côté. Je trouve ça très mignon. Je vous mets l'extrait. On vous sollicite aussi pour une dédicace et sachez Ah ben voilà. il a déjà été dédicacé et on aimerait une dédicace. C'est un livre d'occasion. Voilà. Donc une dédicace sur une dédicace. Vous avez déjà fait ça? Je sais, en plus je vois très bien qui c'est. C'est vrai? Merci. Je vais là. Immortel. J'allais poser la question parce que peut-être. Je vois très bien qui c'est. D'accord. Alors, Elias et Mathilde, ce sera pour les deux. Merci beaucoup. Et vraiment, c'était un plaisir de vous écouter. Je dirais que parfois, je peux reprocher un peu rapidement aux scientifiques de ne pas se soucier de la forme. Mais vous savez, être orateur, vous savez captiver l'attention. Je ne sais pas si c'est l'expérience ou il y avait une appétence déjà. Tout ça pour vous dire que cette vidéo fait l'objet d'un traitement sérieux, d'un travail préparatoire sérieux. J'y ai investi autant que je m'investis dans mon propre enrichissement intellectuel que je partage sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est la raison première de ma création de contenu. Je veux m'enrichir intellectuellement et je veux
pouvoir le partager pour des gens qui auraient les mêmes aspirations. Le téléphone était en train de surchauffer, donc on va aller se poser dans le jardin ailleurs. En fait, ça faisait 5 minutes que je parlais dans le vide, donc c'est jamais agréable. Ça y est, normalement, j'ai trouvé une place sympa pour attaquer cette vidéo. Et on va attaquer avec les éléments de réflexion que j'ai relevés à la lecture de ce livre et qui, pour moi... t'inquiète, t'inquiète. Alors, je me suis déplacée parce que mon beau-frère allait à la piscine et c'est quand même prioritaire par rapport à tourner une vidéo YouTube. Mais j'aurais pu continuer, mais je suis pas à l'aise en fait. Je parle face caméra, c'est déjà suffisamment étrange de parler tout seul face à une caméra. On est bon. Ce que je disais en tout cas, là où j'en étais, c'était que je pense que je ne suis pas la seule à vouloir exploiter les réseaux sociaux de telle façon que ce ne soit pas qu'une perte de mon temps de vie, mais que ça m'enrichisse intellectuellement, que ça m'ouvre l'esprit d'une façon ou d'une autre, que ça me tourne vers les autres, vers plus de connaissances, plus de savoir, plus d'humanité. Et quand je parle d'enrichissement, je parle au sens large, enrichissement intellectuel, enrichissement financier. Oui, je veux faire de l'argent grâce aux réseaux sociaux, je m'en cache pas. Enrichissement dans mes capacités, mes compétences, en éloquence, en prise de parole en public, etc. Et on est nombreux à rechercher ça, donc j'essaye modestement de créer ce que j'aurais aimé trouver sur les réseaux sociaux. Et on va attaquer. Je vérifie que ça filme toujours et je vais vous parler du sujet principal de ce livre. Ça part de l'opposition entre passion et création. Donc comment conjuguer passion et création? Dialogue inattendu entre un artiste, Bartabas, et un scientifique talentueux. Et j'ajoute à ça un homme politique talentueux. Chacun garde ses opinions, c'est pas la question ici, ni sur cette chaîne, ni sur quoi que ce soit. Même quand je parle de politique, c'est pour inviter à penser le collectif, à penser le fait de faire société, et non pas à orienter une quelconque prise de position. Quoi qu'il en soit, le livre part d'une opposition d'apparence entre la science et l'art. Comme ça, spontanément, on pourrait avoir tendance à opposer ces disciplines. Du côté de la science, on va mettre la rigueur, on va mettre tout ce qui est protocolaire pour valider un résultat scientifique. On va mettre tout ce qui a trait aux mathématiques, par exemple. Et du côté de l'art, de la création, on va mettre peut-être un esprit un peu plus libre, un peu plus frivole, un peu plus imaginatif au sens où il faut qu'il dépasse ce qui est déjà. On aurait tendance à trop catégoriser, trop laisser dans des cases chacun de ces domaines. Ce livre permet justement, vous allez le voir avec les réflexions que j'ai relevées, de dépasser cette opposition qui est, à mon sens, hâtive et seulement d'apparence. Premièrement, on va partir sur la rigueur évidente des mathématiques, qu'on ait aimé ou qu'on n'ait pas aimé ça plus jeune. Moi, c'était ma matière préférée, les maths. C'est une discipline rigoureuse. Sur ce sujet, Villani émet une réflexion qui est relativement simple au sujet des équations. Il en profite pour mettre un tacle magistral à la classe politique. Et franchement, il y a des claques qui se perdent. Enfin, son tacle, il est tellement beau. Je vous le lis. Les équations font ce qu'elles veulent et on ne peut pas commander les résultats. Si c'est faux, c'est faux. On ne peut pas engager un spécialiste de communication pour faire passer le calcul faux pour quelque chose de vrai. Une défaite pour une victoire. Et bam! Alors pour le coup, je pense que l'expérience politique de Villani lui a permis d'être peut-être un peu désabusé. Moi, quand je l'ai rencontré, il a évoqué les enjeux, les bas enjeux de négociation, de menaces et d'intérêts qui se passent les veilles de vote parlementaire crucial. Et c'est vrai que c'est affligeant, c'est triste. Quoi qu'il en soit, tout ce qui concerne la communication pour faire passer des vessies pour des lanternes, clairement, ça parle politique. Et avec les maths, on peut pas négocier comme ça. On peut pas faire tourner dans le sens qu'on veut un résultat. C'est vrai ou c'est faux, l'égalité est là dans l'équation ou elle n'est pas, et auquel cas il faut reprendre le travail. Autre élément sur cette rigueur scientifique d'un côté et cette frivolité artistique de l'autre, c'est le fait qu'il y aurait une apparente opposition entre ce qui est technique d'un côté et ce qui est créatif de l'autre. Pourtant, on pourrait dire que dans l'art, il y a de la technique, et dans les sciences, peut-être un peu plus subtil, il faut de la créativité
créativité pour dépasser ce qu'on a déjà acquis comme connaissance dans un domaine. En fait, la créativité, pour avoir lieu, elle nécessite souvent de maîtriser la technique à un niveau bien supérieur à la moyenne. La créativité ne s'affranchit pas de l'apprentissage élémentaire de la technicité. Je pense à la peinture, je pense à des peintres qu'on a pu pointer du doigt, peintres contemporains ou même par le passé, qu'on a pu pointer du doigt en disant oui mais là sa technique, ça relève pas d'une grande difficulté, c'est pas très travaillé, c'est pas très recherché son truc. Ouais. N'importe qui pourrait le faire, certes. Mais c'est lui qui l'a fait. On peut retrouver cette réflexion dans l'art contemporain, et je n'encense pas par cette réflexion tout l'art contemporain, il est critiquable, mais l'art contemporain est souvent pointé du doigt parce qu'on dit non mais ça va, c'est facile ça, un gamin de 3 ans pourrait le faire. Certes, mais c'est pas la technicité qui relève du génie ou qui a pour but de repousser la réflexion artistique et ses limites, c'est l'inventivité, c'est l'innovation, c'est le nouveau, le fait de faire ce qui n'a pas été fait. Donc si un gamin de 3 ans est capable de faire ça, il ne l'a pas fait en premier. Bon, autre élément, et je vais prendre un exemple très peu académique, peut-être un peu trivial, et je m'en fous. Je vais parler de Jul. Je vous ai dit que j'allais pas prendre au sérieux, mais l'exemple est pourtant très très sérieux. Il s'avère que je suis une grande fan de rap français. C'est d'ailleurs le rap français qui m'a donné l'amour de la langue française, et je le dis souvent à qui veut l'entendre. Et il y a dans le rap français, selon moi, une technique, une plume, une rythmique, des assonances, des allitérations, une critique sociale de la banlieue, des inégalités sociales, etc. Je vous passe l'énonciation exhaustive des poncifs qui sont propres au rap français. Moi, quand Jul commençait à émerger dans l'univers rap, je trouvais que c'était pas du rap. Je n'aimais pas, je ne comprenais pas comment on pouvait aimer, et je comprenais encore moins comment on pouvait considérer ça comme du rap. Pour moi, c'était non. Mon esprit était fermé à toute innovation de ce type. Ou en tout cas, oui, fais ta musique, petit jeune, là, avec tes trucs très rythmés pour être à fond dans la voiture sur le port de Marseille, si tu veux. C'est très commercial, c'est très mignon, mais c'est pas du rap. Et au fur et à mesure de son succès, j'ai essayé de me pencher sur le phénomène. Loin de me dire s'il y a beaucoup de gens qui aiment, c'est parce que c'est du talent et c'est de qualité. C'est pas ça que je dis. C'est pas parce que beaucoup de gens sont d'accord avec un truc que le truc est vrai. Beaucoup de gens peuvent aimer un truc de merde. On est bien d'accord. Mais ce que je cherchais à comprendre, c'était le phénomène de société, c'était cette capacité à fédérer autant, à réunir dans un concert sans qu'il y ait de heurts, sans qu'il y ait de bagarres, à la fois des petits jeunes et des darons avec leurs fillettes sur les épaules, et tous en train de danser, de chanter à l'unisson les chansons d'un rappeur qui refuse de s'afficher avec une clope au bec, qui refuse de dire des gros mots, qui est timide comme c'est pas possible. On retrouve très peu d'interviews de lui. Enfin voilà, le gars mougnou, il est mignon, Jules, il est gentil quoi. C'est un gentil gars. Et donc je me suis dit, pourquoi il suscite autant de détestation chez moi? Pourquoi je me refuse à voir en lui, alors du génie, ça c'était hors de question, et surtout quelque chose qui a trait au rap français. Et j'ai changé d'avis quand j'ai découvert 2 musiques de lui où j'ai dit, ah mais en fait le gars, il sait kicker, il sait faire des sons avec les techniques qu'il faut maîtriser pour être bon dans ce domaine-là. Je vous les cite si ça vous intéresse pour votre curiosité, même si c'est pas le sujet, là on en est à des années-lumière. C'est Salvatrucha et Coup de genou. Et là j'ai dit, ah ouais, le gars, bon ok, il fait rire avec ses rimes un peu faciles à faire rimer amour et toujours. Jul, c'est à peu près ce genre de niveau de rime riche. Mais il est capable de faire quelque chose de plus rythmé, mais c'est pas ça qu'il a choisi. Donc en fait, dans Jul, il y a une maîtrise technique certaine et il y a du génie commercial d'avoir choisi une autre branche du rap. Il a créé son style en fait, le gars. C'est là que c'est encore plus génial. Et pour moi, ça représente cette idée-là que la créativité, je le répète, ne s'affranchit pas de la maîtrise technique. En revanche, elle peut décider de la dépasser, mais il faut, pour créer dans un style nouveau qui peut être incompris à un moment donné, il faut, la plupart du temps, maîtriser la technique de manière quasi intuitive. Il faut en avoir une connaissance quasi réflexe pour pouvoir prolonger la connaissance scientifique d'un côté ou la productivité artistique de l'autre. Je regarde si ça file. Et pour rebondir sur cette idée que la créativité a besoin quand même d'un socle solide de connaissances techniques, il y a une autre idée qui relève d'une citation que j'adore. Je croyais au début qu'elle était de Pascal. Sauf que au fur et à mesure de mes recherches, des interviews de professeurs d'université, d'articles sur Kern.fr, bref, au fur et à mesure de mes recherches et de mes sources, j'ai découvert que Pascal avait repris cette citation à quelqu'un d'autre, qui l'avait prise à quelqu'un d'autre avant lui, et que cette citation remonte
remonte à peu près au Moyen-Âge. Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Au-delà du fait que cette citation résonne en moi du haut de mon mètre 53, blague à part avec ma taille, ce qui pour moi est très beau dans cette citation, c'est qu'elle exprime de manière très concise, très simple et cinglante le fait que à chaque nouvelle génération, à chaque naissance et génération qui grandit, on n'est pas là à chaque fois à réapprendre à faire du feu avec de silex. On accumule du savoir et on essaye de prolonger les frontières du savoir de l'humanité en s'appuyant sur ce qui a déjà été découvert et accumulé comme savoir humain par nos prédécesseurs, par nos ancêtres. Et je trouve ça beau. Je trouve ça beau et j'avoue que là, spontanément, je le rapporterai au savoir scientifique, au savoir technique. Mais ça peut s'apparenter aussi à l'art, à ce qui a déjà été fait en art. L'art, est-ce que c'est pas innover en permanence pour repousser les limites de ce qu'on a connu déjà? C'est dur de définir l'art, on est bien d'accord, et je vais pas m'aventurer là-dedans aujourd'hui, sinon la vidéo va faire 4 heures. Mais il y a dans cette idée-là de s'appuyer sur ce qui a été fait à l'échelle de l'humanité, déjà une invitation à la modestie quant au savoir. Ça, je trouve ça passionnant, mais on va y revenir un peu plus tard. Et il y a aussi l'idée que, justement, ce socle solide, on parlait tout à l'heure de la technique à maîtriser pour aller plus loin, et bien là, dans une discipline ou dans une autre, qu'elle soit scientifique ou créative, il faut tenir compte du passé pour se tourner vers l'avant. Bon. Et donc, entre autres points communs, on peut considérer, je reprends mes notes, que pour créer dans le domaine artistique, il faut repousser les limites de ce qui a déjà été fait, tout comme en science, il faut connaître et maîtriser ce qui a été découvert par le passé pour prolonger les limites du savoir. J'ai mis quoi? Connaître l'existant en science comme en art. Donc, dans les deux domaines, il y a la rigueur nécessaire de l'apprentissage. En fait, dans la créativité, dans le domaine artistique, il faut de la rigueur. Il faut de la rigueur, il faut une humilité face à ce qui a déjà été fait, il faut en prendre connaissance, maîtriser pour aller au-delà. Autre point commun, beaucoup plus léger, qui m'a fait sourire sur les disciplines de ces deux personnes. Villani avec les mathématiques et les équations pour sa part, Bartabas et ses spectacles de chevaux pour sa part à lui, les deux travaillent avec des objets têtus. Les équations, comme les chevaux, peuvent être très têtues et j'ai trouvé ça mignon. On parlait de l'opposition entre technique et créativité, science et art. Vous avez compris l'idée qui va nous suivre tout du long. Je trouve qu'il y a un élément intéressant qui a été soulevé dans le livre, c'est la distinction entre inspiration et intuition. Ce qui a trait à la créativité est souvent associé à des qualités d'inspiration, d'intuition qu'il faut avoir pour travailler dans ces domaines-là. Et là, comme ça, spontanément, je me suis dit, si je me retrouvais devant une copie de dissertation de philo à devoir distinguer l'inspiration et l'intuition, par où que je commencerais? Je sais pas. La différence, la distinction qui a été opérée dans le livre, c'est l'intuition qui est nécessaire en art comme en science, le cerveau qui vient s'enrichir, qui vient fouiller ou agglomérer tout ce qu'on a connu d'expérience par le passé et qui vient orienter notre subjectivité, qui vient orienter un point de vue, une piste pour nous dire écoute, tu sais pas trop comment j'ai fait, mais va chercher de ce côté-là. Et ça, c'est l'intuition. Là où l'inspiration, elle n'est pas tournée vers l'expérience, elle n'est pas tournée vers le passé, elle est tournée vers ce qui n'a jamais été fait encore. Une inspiration, il y a de l'ordre de la nouveauté. Et cette orientation intuition qui s'enrichit du passé pour trouver une piste et inspiration de l'autre qui vient se tourner vers la nouveauté, j'ai trouvé la distinction intéressante et je voulais vous en parler, ce qui est chose faite. Je passe à un autre élément qui est pour moi un pont naturel entre les sciences et l'art, c'est le rôle enrichissant que peut représenter la contrainte dans ces domaines-là. La contrainte scientifique, elle est permanente. Le fait de devoir résoudre des problèmes scientifiques, de devoir découvrir comment fonctionne le monde, ses lois physiques, mathématiques, les notions de contrainte, on les a. On peut considérer aussi la contrainte humaine, le fait que pour un scientifique, pour un chercheur, il peut y avoir des contraintes économiques. Le scientifique n'est pas au dehors de la société pour faire avancer ses travaux, bien au contraire, les enjeux sont socio-économiques, bien plus qu'on ne le croit. Il y a des questions de budget, de publications universitaires qui viennent parfois entraver malheureusement le travail des scientifiques, mais c'est aussi ce qui fait le sel de ces métiers-là. Et le rôle de la contrainte dans le domaine artistique, pour le coup, l'exemple qui a été donné dans le livre, c'est l'exemple du domaine cinématographique. Dans le cinéma, les productions qui font face au plus
de contraintes, notamment contraintes économiques et contraintes politiques, sont les plus enrichissantes, ou en tout cas, alors moi j'y connais rien en cinéma. S'il y a bien un domaine dans lequel ma culture générale elle est zéro, c'est celui-là. Malgré tout, j'ai quand même de très très loin des nominations de films iraniens par exemple dans des grands festivals de cinéma. Je sais que les réalisations iraniennes respirent les valeurs de liberté politique, de dénonciation des horreurs, d'entrave à la liberté qu'il peut y avoir. Autre exemple qui est donné, c'est l'exemple du cinéma soviétique, donc à l'époque, qui pouvait être très prolifique et très enrichissant aussi. En fait, le cinéma, quand il est sous contrainte économique ou politique, en fait, il est tout le temps sous contrainte économique parce que les productions cinématographiques, elles nécessitent énormément d'argent, elles sont très lourdes économiquement, et donc un réalisateur doit produire sous contrainte, sous cette contrainte économique. Quand il y a beaucoup de contraintes économiques ou politiques, on arrive à trouver des réalisations très enrichissantes, très intéressantes. À l'inverse, quand il y a des réalisateurs qui sont leurs propres producteurs et qui gèrent une manne financière colossale, eh bien ils font des films beaucoup plus consensuels, beaucoup moins intéressants, enrichissants intellectuellement, humainement. Et là, le tacle que Bartabas et Villani à l'unisson font, ils s'adressent à Spielberg. Ils disent le gars, il est pété de thunes et qu'est-ce qu'il décide de faire pour trouver le film ou la saga la plus consensuelle qui soit? Eh bien, il parle des petits dinosaures, enfin petits dinosaures et grands dinosaures, mais en tout cas, ce qui est dit dans le livre, c'est qu'est-ce que tu pourrais trouver comme sujet consensuel pour plaire aux petits Vietnamiens, aux petits États-Uniens, aux petits Français, aux petits Chinois, etc. Et ben les dinosaures en fait. Voilà. Et je trouvais que ce décalage entre production cinématographique pété de thunes qui traite de sujets consensuels, là où les productions cinématographiques où il y a beaucoup plus de contraintes vont taper dans des sujets qui méritent d'être explorés par le 7e art. C'était cool. Autre tacle après celui de Villani en politique, c'était sympa. Et sur ce point, de même qu'il faut savoir dépasser les contraintes pour travailler dans un domaine et pour innover, pour faire mieux, pour faire enrichissant, il faut savoir aussi dépasser ce qu'on sait déjà ou ce qui est déjà su. Je m'explique. Dans le domaine scientifique, il y a notamment des scientifiques qui ont buté sur un problème, donc à l'échelle internationale, des scientifiques de différentes nationalités qui ont été confrontés à un problème non résolu et qui n'ont pas réussi à se dépatouiller. Et un scientifique, un jour sorti de nulle part, qui n'a pas eu connaissance de tout le schmilblick international de tous ceux qui ont buté sur ce problème-là, et bien lui, juste, alors non pas avec des œillères, mais à l'aune de ses connaissances et de sa bulle et de sa façon de penser, il va réussir à résoudre le problème et découvrir ensuite, une fois qu'il communique ses résultats, qu'il y avait une armada de scientifiques qui avaient buté sur le problème. Et cette expérience-là, qui est survenue de nombreuses fois dans l'histoire de la science, elle est, je trouve, très bien illustrée par une citation à la sauce dev perso de Facebook. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Et en fait, il faut savoir parfois dépasser les contraintes que représente le fait de savoir que c'est difficile. Le fait de croire que c'est impossible est une limite en soi qu'on se met à soi-même. Bref, là je tombe dans du dev perso creux, mais vous avez compris l'idée. Il faut donc certes maîtriser techniquement un domaine, mais il faut aussi savoir s'affranchir de tout ce qu'on peut connaître du domaine et de ses difficultés et de la représentation qu'on en a pour se focaliser sur le problème. Et parfois c'est tout un travail à opérer en plus du travail de fond de la résolution du problème ou du travail dans un domaine en particulier. Suis-je claire? Ce qui est évoqué dans le livre, c'est, je l'ai noté cette citation, le rôle inhibiteur du savoir dans la création. En fait, parfois, trop savoir tue. Je pense que je suis encore largement à l'abri de ce problème, mais c'est pas par prétention que j'évoque ça, c'est parce que j'ai trouvé ça enrichissant sur la question science et art. C'est qu'en science, parfois un éminent scientifique, un scientifique très érudit, va bloquer sur un problème parce qu'il réfléchit à l'aune de toutes ses connaissances et il arrive plus à se détacher de ce qui fait la rigueur de son esprit. En fait, il n'arrive pas à faire confiance à son intuition et à ce qui relève de qualité artistique. Le truc là, dans le cerveau qui dit non mais tais un petit peu tout ce que tu crois savoir, tout ce que tu as appris, que 1 + 1 = 2 et que x au carré machin truc bidule chouette, mets ça de côté. Sans tomber dans le mysticisme, hein, on est dans les sciences, mais apprends à
avancer de manière plus intuitive. En fait, dans les sciences et dans les maths en particulier, il y a la recherche d'une forme de beauté dans la démonstration et une forme d'intuition dans le chemin à suivre. Et je trouve ça beau. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le livre, Villani et Bartabas s'accordent sur un truc, c'est que dans le travail de rigueur, qu'il soit scientifique ou artistique, il faut savoir garder une forme de naïveté, d'émerveillement et ne pas être, ne pas laisser son esprit s'assombrir par la rigueur, la rugosité même de la connaissance ou de la technique pour la partie représentation avec des chevaux. Qu'est-ce que j'ai noté? Garder une forme de naïveté, d'ignorance savante, de candeur dans la rigueur. Mais je l'avais noté ça en fait. Pour laisser place à la création. Pas avoir un esprit trop rigide, mais savoir penser sans tout conceptualiser. Et ça, pour le coup, ça me parle beaucoup à mon esprit qui est très très cartésien, où tout doit être prouvé par A plus B, où tout doit être 1 plus 1 égale 2. J'ai énormément de mal à m'ouvrir à la mystique, à même lâcher juste un peu de lest, un peu la bride sur tout contrôler, tout maîtriser. Et c'est parfois dur. Donc ça me parle beaucoup. Il faut savoir faire confiance à l'intuition. L'intuition n'est pas quelque chose de si mystique que ça, mais c'est dur parce que dans l'intuition, on maîtrise pas tout et on maîtrise pas notamment la source de l'idée qui vient. Et ça me perturbe. En tout cas, quant au fait de cultiver une forme de naïveté, même dans la connaissance scientifique, il est dit dans le livre que ça s'entretient en restant humble. Alors la question de l'humilité face au savoir, l'humilité face à la connaissance, ça m'a fait penser à une citation de Pascal que j'adore. Alors Pascal, bien que ce soit un philosophe, théologien, croyant et prosélyte, on ne peut plus prosélyte, hein, il invite à croire, à faire le pari de la foi, ce qui n'est pas mon cas. Enfin, je respecte les croyances de chacun, mais je vous ai dit, moi je suis très cartésienne, 1 plus 1 égale 2. Et pourtant, j'adore Pascal. Vraiment, je pourrais lire les pensées 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Et je rebondis d'abord sur ce que disent Villani et Bartabas à ce sujet de l'humilité, notamment des professeurs. Vous savez, les professeurs, dans le cadre de la transmission à des élèves de leurs connaissances. Il y a, en tout cas en France, j'ai bien des stéréotypes, souvent masculins, je suis désolée, pas désolée messieurs, de mecs, de profs qui s'écoutent parler. Et il faut faire montre de savoir, de connaissances, de culture. Il faut montrer qu'on sait, qu'on est sachant, qu'on est au-dessus du lot. On oublie la tâche première du professeur qui est de transmettre, de rendre facile et même, j'ai envie de dire, agréable l'accès à la connaissance, la compréhension d'un domaine. Je lis, alors lequel des deux dit ça? Page 46, c'est Bartabas. Chez nous, en Occident, plus un professeur est savant, plus il s'écoute parler, plus il se prend au sérieux. Je vous parlais au début du fait de ne pas se prendre au sérieux tout en ayant des objectifs sérieux d'enrichissement intellectuel. Il parle des moines bouddhistes qu'il a connus dans sa carrière. Plus ils sont savants, les moines, plus ils sont gamins, rieurs et émerveillés par le monde. Et ça, je trouve ça beau. Et c'est ce que les profs et les snobs intellectuels oublient trop souvent. Je suis souvent confrontée à eux sur Instagram. Miné. Et donc, la citation de Pascal que je voulais absolument vous lire, c'est celle-là. Pascal évoque ce qui se résume à l'ignorance savante. Écoutez, les sciences ont 2 extrémités qui se touchent. La première est la pure ignorance naturelle, où se trouvent tous les hommes en naissant. Ok ? On est débile à la naissance, on est une page blanche, on ne connaît rien encore, ça fait sens. L'autre extrémité est celle où arrivent les grandes âmes qui, ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu'ils ne savent rien. Mais c'est une ignorance savante qui se connaît. Ceux d'entre deux, donc entre l'ignorance naturelle des enfants et l'ignorance savante des grands sages, des moines bouddhistes par exemple, évoqués par Bartabas juste avant, ceux d'entre deux qui sont sortis de l'ignorance naturelle des gamins, sous-entendu, et n'ont pu arriver à l'autre, ont quelques teintures de cette science suffisante et font les entendus. Donc ils se la pètent, ils ont des airs de gens qui connaissent, où ils se donnent des airs, et ils font ceux qui comprennent tout, ils sont attachés à montrer qu'ils savent. Cela trouble le monde et juge plus mal que tous les autres. Je la trouve magnifique, cette citation. Je vous la relis sans commenter. Les sciences ont 2 extrémités qui se touchent. La première est la pure ignorance naturelle, où se trouvent tous les hommes en naissant. L'autre extrémité est celle où arrivent les grandes âmes qui, ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu'ils ne savent rien. Mais c'est une ignorance savante qui se connaît.
Ceux d'entre eux qui sont sortis de l'ignorance naturelle et n'ont pu arriver à l'autre ont quelques teintures de cette science suffisante et font les entendus. Cela trouble le monde et juge plus mal que tous les autres. Pascal, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça me fait penser à une autre citation beaucoup plus courte de Gandhi, qui est juste mignonne comme toutes les citations de Gandhi. Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Et en voulant remettre la main sur cette citation de Gandhi, je suis tombée sur un forum sur Internet qui évoquait une idée assez simple et rigolote qui dit que il est plus facile de convaincre un intelligent qu'il est con que de convaincre un con qu'il est con. Et il y a des déclinaisons de cette idée-là. Donc c'est dur d'argumenter contre un intelligent, mais c'est impossible d'argumenter contre quelqu'un de stupide. Autre formulation avec des petites nuances, il est plus dur de convaincre un stupide qu'un génie. Dans les gens intelligents ou qui sont dans une grande maîtrise d'un savoir érudit, en fait, il y a cette modestie, il y a cette humilité dont je vous parlais, il y a cette ignorance savante évoquée par Pascal. Voilà. Alors que par les gens qui savent un peu, ils veulent étaler leur savoir. Et ça, c'est une autre citation qui me vient, mais plus une expression à la con. La culture, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étales. Voilà, un truc comme ça. Bon, peut-être que moi, avec mes vidéos YouTube, j'en ai pas beaucoup, donc je l'étale. Non, je sais pas. Non, moi, je partage mon aspiration à l'enrichir. C'est différent. C'est différent. Je prétends pas en avoir. Je prétends en vouloir plus. Je fais comme ce que préconise Gandhi. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Voilà pour la parenthèse sur les citations concernant l'humilité dans la connaissance, dans l'apprentissage, dans la transmission. Et je vais passer à un autre point en rebondissant sur cette idée d'humilité, de naïveté et d'émerveillement à cultiver dans son rapport à l'enrichissement intellectuel. C'est savoir cultiver le doute, savoir cultiver l'imperfection. Savoir cultiver ce qui n'est pas fixé de manière absolue, gravé dans le marbre. Je m'explique en citant tout simplement Villani. J'ai beaucoup aimé ce qu'il raconte là-dessus. Page 60, donc il le fait beaucoup mieux que moi. Il cite un sage indien, Chanakya. Avant de commencer une tâche, posez-vous toujours 3 questions. Pourquoi je le fais? Quel résultat vais-je en attendre? Vais-je réussir? Et c'est seulement après réflexion, lorsque vous avez des réponses satisfaisantes à ces questions, que vous pouvez vous mettre en marche. Fin de citation. Quand on regarde la carrière de Bartabas ou la mienne, celle de Villani, je crois qu'on voit que ce conseil de Chanakya, il ne faut surtout pas le suivre. J'ai trouvé ça très mignon et je trouve ça intéressant parce que pour moi ça fait écho à toute la caisse de résonance que les réseaux sociaux donnent au développement personnel aujourd'hui. En fait, le développement personnel consisterait à tout optimiser, à tout calculer, à tout mesurer. Notre sommeil, bon, je dis ça avec ma montre connectée. Notre sommeil, nos performances sportives, notre alimentation, nos calories, nos protéines, nos machins, notre mindset, notre état d'esprit pour faire de l'argent, pour être épanoui, pour méditer, pour machin. Faites. Vous avez envie d'un truc, faites. Au pire, c'est de la merde, et alors, faites. ça vous fait vibrer, faites. Voilà, donc dev perso, oui, pourquoi pas, mais au point de devenir juste un rouage productiviste de plus du capitalisme, non. Si c'est pour votre épanouissement, oui. Ce pourquoi j'aime bien faire des tacles au dev perso, c'est que je trouve qu'il est épuré de tout enrichissement intellectuel, justement. En fait, il est parti chercher ce que des penseurs ont posé sur papier il y a des siècles, des millénaires, et ils en font comme ça des vérités absolues sorties de leur chapeau en effaçant toute la complexité de ce que les sages, ce que les géants ont accumulé de savoir et nous sommes des nains. En fait, le dev perso incite à avoir la grosse tête dans la maîtrise de sa vie, là où la science incite à l'humilité. Voilà, et la science, le savoir, la philosophie, énoncer des principes de dev perso de oui, quand on veut on peut, oui, il faut avoir tel état d'esprit pour avancer dans la vie. Alors ça peut faire du bien un peu de dev perso pour le matin se donner un petit coup de boost, je dis pas, mais au point de s'affranchir de toute la connaissance, de tout le savoir de l'humanité qu'on a à portée de main sur nos téléphones, non. Pourquoi? Donnez-moi un livre de dev perso, vas-y, il y en a un de temps en temps qui cite un peu, il dit oui, ça Descartes, il l'a dit. Et après, ça y est, t'entends plus parler de connaissances philosophiques, sociologiques ou autres. Je sais pas, je trouve ça creux. En fait, le dev perso, pour moi, sonne creux. Bon,
Parenthèse fermée sur cette idée de dev perso. Faites plus confiance à l'étincelle qui brûle en vous. Ça sonne un peu dev perso, ça aussi. Désolée. Alors, je poursuis sur les réflexions qui ont été suscitées par la lecture de ce livre. C'est la question de l'utilité de l'art. Elle est souvent posée. À quoi ça sert l'art ? À quoi sert l'art engagé ? C'est souvent le raccourci que prennent les lycéens dans une copie du bac de philo quand ils tombent sur un sujet de dissertation qui touche à ces sujets-là. C'est dommage parce que parler de l'art engagé, ce n'est pas parler de l'art en général, c'est une infime partie et donc ça ne permet pas de définir l'art, de poser la question de l'utilité de l'art et d'y trouver des réponses ou des pistes de réflexion intéressantes. Donc ok, on questionne l'utilité de l'art, on questionne un peu moins l'utilité des sciences et encore moins des mathématiques. Bon, jusque-là, vous me suivez. Et pourtant, qui n'a pas déjà entendu « Ah non, mais moi, les maths, le théorème de Pythagore et je sais pas quoi, dans ma vie d'adulte, j'en ai plus jamais eu besoin. » Et presque la formulation « Les mathématiques ne servent à rien dans la vraie vie. » Ce genre de réflexion, ça vous parle. C'est vrai que les mathématiques pures, les mathématiques fondamentales, peuvent donner l'impression d'une inutilité dans la vie active quand on ne se destine pas à une carrière de scientifique, de chercheur dans ces domaines-là. Admettons, même si j'ai 1000 contre-arguments et je pense que les mathématiques, en instaurant les qualités de réflexion pour résoudre un problème et les capacités de discernement pour creuser, je pense que ça forme un citoyen, en fait. Ça fait un citoyen éclairé. Mais c'est un autre sujet, je ne vais pas m'enfoncer là-dedans. En tout cas, Villani posait une méprise qui est souvent faite sur l'idée que le mathématicien résout des équations. Non, un mathématicien ne résout pas des équations. Je m'explique. Une équation, c'est une égalité qui est. Après, on trouve une solution à une équation, on trouve des chiffres qui, en remplaçant l'inconnu, l'x, permettent à l'égalité d'être conservée. Ok, on résout un problème mathématique, on cherche des solutions. Et les équations sont un outil. On s'appuie sur des équations et une équation représente une égalité, une logique dans la nature. Vous allez voir où je veux en venir. Les équations sont un outil de schématisation des lois du monde. En fait, les mathématiques semblent difficiles et c'est pour ça que les gens qui ont trouvé ça difficile au collège, au lycée, disent non mais ça y est, moi, dans ma vie active, ça me sert plus à rien, parce qu'ils aimaient pas ça. On va pas le leur reprocher. En revanche, les mathématiques ne sont pas complexes déjà. C'est une opinion que je défends. Mais elles ne cherchent pas à complexifier le monde. Ce n'est pas un truc, une lubie inventée par des mathématiciens pour créer un langage compliqué. Les mathématiques viennent poser une grille de lecture logique sur un monde qui semble ne pas l'être ou qui est très en bazar, qui est plein de lois physiques, de lois mathématiques, d'égalité, de similitudes, d'opposition, de différences, que sans langage, sans alphabet qu'on poserait sur ce monde et ces phénomènes, en fait, on ne peut pas l'exprimer, on ne peut pas manipuler ces lois et les isoler pour aborder un problème en particulier indépendamment des autres. En fait, les mathématiques servent à comprendre et simplifier le monde. Et je vais poursuivre, je vous ai dit, c'est une grille de lecture, c'est un alphabet. Je vais faire un parallèle avec les mots. Un arbre existe indépendamment de nous, êtres humains. Si l'humanité s'éteint demain, les arbres seront là. Tout dépend de comment l'humanité s'est éteinte. Et en cette période de canicule, loin de moi l'idée de dire que c'est pas nous qui mettrons fin aux arbres. Mais sans rentrer dans ce sujet-là, le mot arbre crée une catégorie. D'accord ? Tout ce qui a les caractéristiques d'un arbre, peu importe la variété, peut être représenté par le mot arbre dans notre langage. Donc on crée des catégories, on crée des groupes de choses existantes dans la nature. Eh bien les équations, de la même façon que les mots dans le langage, les équations isolent des phénomènes techniques, physiques, des propriétés techniques du monde qui fonctionnent. Donc les mathématiques, le langage mathématique est inventé par nous, tout comme les mots, le fait de manière arbitraire dire que le A s'écrit comme ça et que A, R, B, R, E, eh bien ça se lit et ça se dit arbre et ça a telle signification dans la réalité, ça se projette sur
la catégorie arbre, tout ce qu'on fout dans cette catégorie, eh bien, de même, les équations sont les mots des maths. Enfin, je fais une grosse schématisation, vous me comprenez. En fait, l'idée que je veux amener là, c'est le parallèle entre les maths d'un côté qui simplifient le monde et la pensée et le langage de l'autre. Donc, je vous ai dit, les mots créent des catégories et ça me fait penser à cette citation, je l'ai notée, mais je ne sais plus de qui elle est, alors que je le savais quand je l'ai écrit. C'est dans les mots que nous pensons. Ce serait intéressant de voir, enfin de savoir comment pense un sourd-muet pour le coup. Je pense qu'il s'affranchit beaucoup plus des mots, ou en tout cas un sourd-muet de naissance, puisqu'il n'a pas les mots pour être le support de sa pensée. J'aimerais beaucoup... faudrait que je creuse. J'irai faire des recherches après. Mais en tout cas, nous, avec notre handicap, entre guillemets, de notre pensée qui s'appuie sur les mots pour réfléchir, en fait, on a besoin de ce langage-là intérieur pour la réflexion. C'est presque une béquille. Et ça me fait penser pour le coup à une citation que j'aime beaucoup d'Emmanuel Lévinas, qui dit sensiblement la même chose mais qui est beaucoup mieux formulée. Jamais l'esprit ne donne congé à la lettre qui le révèle. Je répète et je vous l'explique, jamais l'esprit ne donne congé à la lettre qui le révèle. Donc l'esprit, les pensées que nous avons, n'arrivent pas à s'affranchir des mots qui passent dans nos têtes pour avoir ces pensées-là. Et c'est notamment une réflexion qui est évoquée dans la notion du langage dans le programme de lycée des terminales pour le baccalauréat. Donc il y a un chapitre qui s'appelle le langage et dedans on aborde notamment le sujet de savoir est-ce que les mots précèdent la pensée ou est-ce que la pensée précède les mots. En gros, est-ce qu'on s'appuie sur les mots de manière inéluctable pour avoir des pensées, et auquel cas je repose ma question, comment font les sourds-muets de naissance pour penser? Est-ce qu'ils pensent davantage en images, en couleurs, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et bref, tout ça pour faire ce parallèle avec les mathématiques, parce que de prime abord, les équations mathématiques semblent être un outil complexe, ou rendu coupable de complexifier le monde et complexifier les devoirs des collégiens et des lycéens, alors que pas du tout. Les maths simplifient. Pour moi, les meilleurs matheux sont les plus feignants, sont ceux qui vont pas chercher à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. En fait, c'est ceux qui prennent de but en blanc les mathématiques et comprennent qu'elles facilitent les choses. Je me perds dans mon amour des mathématiques. Je vous dis, je suis à 2 doigts de passer un CAPES de maths. Ça me manque trop. Depuis que j'ai repris le droit, depuis que j'ai fait d'autres choses de ma vie, j'ai abandonné les maths. Au lycée, j'en ai fait un peu en prépa, mais c'était tellement à un niveau autre que je me sentais complètement déconnectée et j'ai senti l'injustice sociale en classe préparatoire. Ça m'a dévastée, ça m'a révoltée. Donc j'ai plus fait de maths depuis longtemps. Ça me manque. C'était un jeu, je m'amusais en maths, bref. Donc, pour revenir à la réflexion de Villani, les mathématiciens ne résolvent pas des équations, ils utilisent des équations qui sont des représentations d'égalité existantes dans la nature, dans le monde, des phénomènes naturels existants. Ils utilisent ça pour résoudre des problèmes. On ne résout pas une équation quand on est matheux, quand on est mathématicien, on résout un problème. Et on passe par la résolution d'une équation pour résoudre un problème. Bref, vous m'avez compris. J'ai trouvé juste que la nuance était mignonne, le clin d'œil invité à extrapoler sur le sujet de la difficulté apparente des maths. Et voilà, et donc je l'ai noté comment, bref, les mathématiciens ne résolvent pas des équations, de même que l'être humain n'invente pas les arbres, d'accord? On invente la catégorie arbre, le mot pour le dire, mais on n'invente pas les arbres, que je sache. Et d'ailleurs, sur la critique qui est faite aux maths, que c'est compliqué pour rien, que parfois ça augmente en complexité juste pour faire plaisir à des esprits matheux, c'est pas vrai. L'être humain, il est compliqué, le monde, il est compliqué. Gérer l'humain, mais c'est ce qu'il y a de pire, c'est ce qu'il y a de plus illogique et irrationnel. Alors que les maths, c'est rationnel. Il y a un autre truc, une réflexion que je me faisais quand j'étais petite. J'ai d'abord aimé les mathématiques, j'ai toujours aimé ça. Et petite, je n'aimais pas le français. J'ai aimé ça plus tard. Mais en fait je comprenais pas quelle était la logique, et raisonnablement parce qu'il n'y en avait pas, de dire quand c'est l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe passé. En revanche, si le complément d'objet direct est avant l'auxiliaire avoir, et bien là on accorde avec le complément et non pas avec le sujet. Je vous illustre ce que je viens de dire là? En tout cas, il n'y avait aucune logique, mais oui, la littérature n'a rien de logique, c'est parce qu'on cherche dans l'art d'ailleurs, dans la littérature, on est dans le domaine artistique, en tout cas dans la linguistique, dans la grammaire, dans la conjugaison, dans le vocabulaire, on n'est pas dans la logique, on est dans l'arbitraire du langage. Pour revenir sur la notion philosophique. Ce que j'ai dit là de principe grammatical, j'ai acheté des fleurs. J'ai acheté
passé composé, auxiliaire avoir, acheter et. On n'accorde pas le participe passé acheter. J'ai acheté les fleurs, donc si je mets le complément d'objet direct qui est j'ai acheté quoi? Les fleurs, si je le mets avant dans mon groupe, avant mon groupe verbal là. Les fleurs que j'ai achetées, je les ai achetées, donc les remplace les fleurs. Je les ai achetées. Et bien là, acheter, ça s'écrit EES, ça s'accorde avec les fleurs parce que le COD est passé avant. Parenthèse grammaticale fermée. J'en étais où? Ah, là je me suis notée de tenter d'expliquer le travail de Villani pour sa médaille Fields. Attendez, au début de la vidéo, j'ai essayé de vous le formuler sans lire mes notes. Donc, Cédric Villani, en 2010, a obtenu la reconnaissance de la médaille Fields pour ses travaux portant sur l'amortissement Landau non linéaire et l'augmentation anthropique associée à l'équation de Boltzmann. Non, ouais, c'est ça. Attends. L'augmentation de... J'ai dit anthropique, je crois que c'est l'augmentation de l'entropie associée à l'équation de Boltzmann. Ouais, ça rentre. Vous voyez, faites des vidéos YouTube. Vous allez vous enrichir. Ou abonnez-vous à ma chaîne et écoutez bien ce que je dis et prenez des notes. Et écoutez, on discute, c'est sympa. J'ai envie d'un café. Et je vais tenter de vous expliquer au moins une partie. Autant l'amortissement Landau non linéaire, je vous l'avoue, ça ne me parle pas. Autant l'augmentation de l'entropie associée à l'équation de Boltzmann, ça, je peux vous l'expliquer. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Allez hop. Hop, ça y est, ça tourne. Est-ce que je suis dans le cadre? Question existentielle. Je suis dans le cadre, là? Ouais. Alors, je m'apprêtais à vous expliquer l'équation de Boltzmann, de ce que j'ai compris en version vulgarisée plus. Okay. Si j'ai bien compris ce que j'ai compris, dans l'air qui nous entoure et dans toute atmosphère gazeuse, il y a des molécules différentes. En l'occurrence, dans l'air, au lointain cours de chimie, il y a du dioxygène, de l'azote et un faible pourcentage de gaz rare. Ces molécules-là sont dispersées dans l'espace dans un bazar généralisé. Okay. Le bazar généralisé, le mot pour ce bordel-là, en sciences, en maths, c'est ce qu'on appelle l'entropie. Okay, vous commencez à retrouver un mot des travaux pour lesquels Villani a reçu un prix. Et, attendez, je voulais mettre du gloss. Et, en fait, ces molécules... Après, je ressemble. Je ne saurais pas. J'espère que je n'ai pas dépassé. Ces molécules, si on supposait qu'on les triait, façon Monk, façon maniaque, vous savez, Monk là, qui trie ses petits pois d'un côté, ses carottes, tout ça, et ben on fait pareil avec les molécules. Donc on met l'azote d'un côté, le dioxygène de l'autre, les gaz rares de l'autre côté. On les cale dans un coin de la pièce en faisant en sorte que ça ne se mélange pas. Et si on lâche cet ordre instauré artificiellement, l'état, la tendance par défaut, la tendance naturelle, ça va être l'augmentation de l'entropie, c'est-à-dire l'augmentation du bordel. En fait, ça va atteindre un bordel, ça va se remélanger tout seul au point d'atteindre un bordel d'équilibre, donc une entropie qui tend à un équilibre. L'équation de Boltzmann, elle représente ça, elle représente ce phénomène. Ne m'en demandez pas plus, je suis déjà très contente d'avoir cette maîtrise d'explication sans note. Et je trouve que tout ce qui est complexe de prime abord peut être l'objet d'une vulgarisation. On est tous capables de s'accaparer un bout de connaissance, même très difficile dans un domaine qui nous échappe, mais en le synthétisant avec des mots qui nous sont propres, qui sont pas du par cœur. En fait, j'ai pas appris ça par cœur, j'ai essayé de comprendre, j'ai dit bon, si je devais l'exprimer à ma façon avec mes mots, comment que je ferais? Et ben voilà, c'est ça que je vous ai pondu. J'en étais où? Ah, il y a un autre sujet qui, à la fin de la discussion entre Villani et Bartabas, m'a touchée. En fait, Villani évoquait une solitude du chercheur qu'il est, du mathématicien qu'il est quand il fait part de ses recherches dans un colloque ou à des collègues. Une solitude qui m'a parlé. Alors non pas que je me compare à un mathématicien avec ses homologues, mais c'est plutôt la solitude entrepreneuriale qui a résonné en moi. Je vais vous lire la partie et je vais vous dire pourquoi ça m'a parlé. Voilà.
En mathématiques, on est aussi son propre spectateur. On doit vivre en acceptant qu'une bonne partie de ce qu'on produit, de ce qu'on fait, on ne le partage jamais dans les conférences. La partie la plus technique, on la garde pour soi. On ne cherche même pas à expliquer à ses collègues les découvertes qu'on a faites dont on est le plus fier. Ces parties, tant pis, les gens ne les ont pas lues, on ne peut pas leur expliquer. On leur explique le reste, on leur explique les gros traits, en gros l'ensemble, mais les détails techniques dont on est super fier resteront complètement cachés, sauf pour les rares lecteurs qui étudieront l'article en détail. J'ai trouvé que ça résonnait beaucoup avec la solitude entrepreneuriale que je peux ressentir parfois. Je vous avoue que je pallie cette solitude-là ressentie par la création de contenu. Je répète souvent que pour moi la création de contenu c'est beaucoup de rencontres humaines et que c'est loin d'être que virtuel ou que superficiel. J'ai vraiment été amenée à rencontrer des gens super et je continue de rencontrer de superbes personnes grâce aux réseaux sociaux et ça me permet de pallier un peu ce sentiment de solitude, je trouve. Ouais, la création de contenu permet de partager cette expérience-là qui sinon resterait dans ces découvertes qu'on occulte, qu'on ne décrit pas, faute d'avoir l'auditoire suffisamment intéressé par les détails. En fait, les détails peuvent être ennuyeux, mais c'est pas un reproche que je fais, c'est normal, on est humain. Moi-même, je peux être ennuyée par des détails dans certains domaines, j'ai pas envie de savoir, je veux que les gros traits. Exemple, l'équation de Boltzmann. Donc je comprends. Et en même temps, je suis contente d'avoir l'outil qu'est la création de contenu pour pallier ça. On dit pallier ça, pas pallier à ça. C'est une erreur que j'entends souvent. J'arrive au bout des éléments de réflexion philosophique qui rebondissaient sur le livre pour ensuite passer à une partie beaucoup plus concrète en culture G. On va dire que je rebondis sur les travaux de Villani, je suis allée faire d'autres recherches, j'ai rebondi aussi sur l'intervention à laquelle j'avais assisté. Ce sur quoi je voulais rebondir, c'était sur le fait de comprendre le monde pour pouvoir l'expliquer et agir dessus. Si on pose la question de l'utilité des sciences, bon, les sciences ça sert à quoi? Ça sert à comprendre le monde, l'expliquer, transmettre ces connaissances-là et quand même souvent, potentiellement, agir sur le monde. C'est comme ça qu'on utilise les découvertes scientifiques, les théories scientifiques. Il y a un élément que je trouve intéressant et qui distingue, pour le coup, la science, non pas de l'art, deux disciplines qu'on oppose souvent, vous avez compris, mais la science de la religion. C'est que dans les sciences, il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas de pape de la science qui dit c'est comme ça qu'il faut agir, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est telle façon de nommer un cardinal, ça va pas, qui pose les règles du jeu. Villani l'évoque, page 72, c'est 78, pardon. Si on considère les principes de base de la démarche scientifique, il s'agit de représenter le monde, comprendre, agir dessus, vous avez compris, mais ce n'est pas forcément une démarche naturelle, on se dit de quoi il parle, et d'autant moins naturelle que les moyens utilisés en science consistent à argumenter les découvertes et les soumettre au regard critique des autres. Vous allez voir où je veux en venir. Refuser toute autorité. Il n'y a pas de chef, il n'y a personne pour décréter ce qui est vrai et ce qui est faux. Tout le monde a le droit de participer et c'est l'opinion la mieux argumentée qui gagne. Ce ne sont pas des principes naturels, ils n'apportent guère d'avantages. Donc oui, c'est difficile de dealer avec les découvertes de chacun et de devoir présenter ces découvertes scientifiques aux autres pour qu'ils les admettent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a prouvé scientifiquement, si le processus scientifique est validé, eh bien les autres doivent en tenir compte. Ça a fait avancer le savoir de l'humanité. Si je reprends ma citation, nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Et l'idée qu'il n'y a pas de chef, en science en tout cas, ça veut dire que tout le monde peut prendre part au jeu, ok? Tout le monde peut, avec un diplôme ou pas, à condition de tenir compte des connaissances scientifiques antérieures, ou alors de les questionner, de repousser les connaissances, de les remettre en question, d'apporter de nouveaux arguments scientifiques pour repousser les connaissances scientifiques. En fait, tout le monde peut prendre part au jeu de l'augmentation du savoir humain. On est tous égaux face à ça, il n'y a pas de pape de la science, on s'entend. Mais pour prendre part au jeu, il faut quand même respecter les règles de rigueur, de protocole scientifique, d'arguments scientifiques, vous avez compris. Il faut présenter des éléments objectif. Donc le doute doit être permis, on doit pouvoir questionner. Ah bon, tu nous présentes telle vérité scientifique que tu as découverte, ok, je dois pouvoir douter, questionner, mais à l'aune d'une démonstration scientifique, je dois pouvoir valider ton propos, ton avancée scientifique. Et donc, il n'y a pas de démagogie comme en politique. Vous vous rappelez le tacle de Villani au tout début, oui, on ne peut pas présenter une équation fausse comme étant vraie grâce à un spécialiste en communication. Une équation fausse, elle est fausse, une équation vraie, elle est vraie. Alors déjà, j'ai une petite parenthèse, un aparté, j'ai été
avare en digression dans cette vidéo, je m'en permets une. L'idée que tout le monde peut prendre part au jeu de l'augmentation du savoir de l'humanité, alors certes en théorie, dans les faits, on est des milliards d'êtres humains à passer notre temps à scroller sur TikTok. Je m'inclus dedans parce que il s'agit pas de poser au-dessus de la mêlée. Certes, je veux m'enrichir intellectuellement, mais j'ai bien des défauts et je me laisse happer aussi par les sirènes, par les chantres de la dopamine transmise à haute dose et trop rapidement par notre téléphone. On a le savoir de l'humanité dans les mains et on passe notre temps sur les réseaux sociaux. Bref, cette idée que tout le monde peut prendre part au jeu de la science, c'est intéressant, ça met le collectif de l'humain sur un pied d'égalité. En revanche, ce qui est problématique, c'est que la science n'est pas si paisible et si communautaire que ça. Enfin, communautaire au sens de faire de tous les êtres humains une communauté soudée, la théorie utopique que je vous ai avancée juste avant. Dans les faits, les sciences sont coupables d'un péché originel. C'est ça que Villani dit, je le cite, et lui-même cite un philosophe des sciences qui émet un plaidoyer à charge contre les sciences. C'est Pierre Thuillier. Il avance l'idée que chaque première application d'une théorie mathématique a été militaire. Donc, en termes de paix de l'humanité grâce aux sciences et où tout le monde prend part au travail de recherche, on a vu l'idée que les théories mathématiques et que les avancées scientifiques sont en fait des instruments de pouvoir et de domination. C'est quand même un péché originel trop récurrent rencontré dans la science et assez négatif pour pouvoir considérer la science comme toute positive, toute belle, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et les chercheurs et les scientifiques c'est des gens bien. Enfin, dans les faits, c'est pas eux qu'il faut pointer du doigt. Vous m'avez comprise, ce que j'amène comme sujet, c'est le fait de réfléchir à la science à l'aune de ce qui fait notre collectif, de ce qui fait l'humanité dans le fait de faire société. J'avance sur le sujet politique par les sciences. Donc en fait, on a d'un côté le positif, les sciences qui émancipent l'homme, enfin l'être humain, des contraintes que nous inflige la nature, et de l'autre, on a la science qui entrave la souveraineté des peuples. En fait, on utilise la science pour faire des instruments de domination et de pour s'imposer face aux autres communautés humaines. On est trop fort. Autre diptyque, là, bon, mauvais quant aux sciences. D'un côté, on l'a dit, l'être humain peut contribuer d'où qu'il soit sur la planète. Tout le monde peut participer sur un pied d'égalité à l'avancée du savoir humain en sciences, donc à l'enrichissement des êtres humains. Mais de l'autre, on fait quoi des outils formidables créés grâce à la science? On scrolle sur TikTok. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre aussi comme diptyque négatif? On s'appuie sur des éléments irrationnels pour décider de l'avenir de nos nations. Donc d'un côté, on a les sciences et tout le monde pourrait contribuer à faire avancer le schmilblick. Et de l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Et ben en fait, on succombe aux sirènes de la démagogie politique en appuyant nos choix de souveraineté des peuples sur des éléments irrationnels. Je m'explique. Là, ce sur quoi je veux rentrer, c'est sur le sujet politique de comment nos décisions de vote sont orientées. On le voit bien dans les médias, dans les journaux. Il suffit qu'un candidat à l'élection présidentielle perde 8 kilos pour que la ménagère de 50 ans et le cadre sup de je sais pas quelle bourgade, c'est pas que la province, hein. Il y a des cons à Paris aussi, heureusement, enfin malheureusement, mais les fluctuations d'opinion politique se font sur des éléments irrationnels. La façon dont on use de la souveraineté du peuple, elle est dégueulasse. Voilà où je veux en venir. On a tout pour connaître mieux, on a tout pour fonder nos opinions sur des éléments éclairés et libres, et on fait tout dans l'autre sens, avec des arguments de merde en fait. Voilà où je veux en venir, et on succombe à la démagogie politique. Mais je vais rentrer sur ce sujet-là en m'appuyant sur justement les critiques que Villani a pu faire en conférence, que ce soit celle à laquelle j'ai assisté ou d'autres qui sont disponibles sur YouTube et qui sont à l'image des tacles politiques qu'il peut émettre. Déjà, je vais vous donner la définition de la démagogie. Je vais vérifier que ça filme. Ouais, ça filme. Ça filme toujours. Alors, démagogie, action de flatter les aspirations à la facilité et les passions des masses populaires pour obtenir ou garder le pouvoir. Un candidat politique pourrait se dire qu'il s'appuie sur des éléments rationnels pour convaincre le peuple et pour accéder au pouvoir. Donc, il va présenter l'état de la dette publique, il va présenter des mesures pour que le pays aille mieux. Mais en fait, ces mesures-là ne séduisent pas le peuple. Le peuple ne veut pas entendre ça. Le peuple, de manière trop simpliste, veut entendre des séductions, non pas des arguments. Donc, par souci d'efficacité politique, le candidat, il se dit, je vais arrêter de dire vrai, je vais arrêter de dire des choses véridiques qui s'appuient sur des arguments objectifs. En fait,
je vais faire un régime, je vais faire attention à ma coupe de cheveux, je vais regarder dans les sondages quelle couleur de cravate plaît mieux pour aller dans le meeting que je vais donner dans telle province française. Je vais aller faire semblant de serrer des mains au salon de l'agriculture parce que ça fait proche du peuple, etc. Et toutes ces conneries-là, et ben en fait, les élections présidentielles, législatives ou autres se font sur ces éléments subjectifs. On pourrait reprocher aux représentants politiques, aux candidats politiques de faire de la démagogie, de privilégier, de nous séduire avec des promesses à la con, du genre qui veut augmenter son pouvoir d'achat, qui veut accéder à l'emploi, qui veut retrouver du sens dans sa vie. Peu importe le bord politique, tout le monde en fait. Et ben, il faut être aussi creux et vaseux et superficiel que ça pour gagner en politique. Alors, on est d'accord, dans le détail, c'est beaucoup plus complexe que ça et les spécialistes de communication s'occupent de gérer des campagnes et de faire gagner des candidats. Les candidats ne sont que des pantins. Oui, on peut pointer du doigt les représentants politiques qui jouent le jeu de la démagogie, mais même ceux qui voudraient être honnêtes, en fait, quand ils le sont, on les écoute pas parce que le peuple ne veut pas entendre qu'il faut faire des efforts de pouvoir d'achat, de cotisation sociale, d'écologie, de gna gna gna. En fait, si tu lui dis pas, ah bah tu vas avoir plus d'argent, ah bah tu vas payer moins d'impôts, ah bah tu pourras construire ta piscine dans ton jardin, et ben en fait il vote pas. Sauf que après il s'étonne, le citoyen électeur s'étonne que l'homme ou la femme politique ne respecte pas ses promesses. On pointe souvent du doigt les représentants politiques. Moi j'avoue que là j'émets un réquisitoire contre la façon dont l'opinion politique se forme aujourd'hui. Ça m'afflige un peu. Loin de moi l'idée de me sentir au-dessus de la mêlée. C'est pour ça que je dis, je ne prétends pas que ma création de contenu est apolitique. Jamais, tout est politique, on s'entend, je suis à fond d'accord avec ça. Je questionne même pas le sujet. Je parle pas de l'échiquier politique tel qu'il existe aujourd'hui parce qu'il m'afflige au plus haut point. Je suis tellement désabusée que ça m'énerve pas. C'est pour moi l'image de l'époque dans laquelle on est qui emprunte des chemins de facilité à une époque où on a le savoir de l'humanité entre les mains, à portée de clic. Et bien, voilà, on scrolle sur TikTok. Ça résume tout. Comment tu fais voter pour toi un peuple qui veut que scrolle sur TikTok? Et ben par la démagogie. Voilà, je peux pas blâmer. Et d'ailleurs, à ce sujet, la fin du livre va être mon ouverture vers la suite de la vidéo. Toutes ces questions de dominant, de combat, on les retrouve partout dans le monde animal. Elles parlent de hiérarchie, qui est un thème fascinant. Laissons-le pour un autre débat, les rapports entre individus d'une société, et rappelons que cela vient aussi avec la question de la solidarité, de l'entraide. Donc là, sur un livre entre passion et création, on en arrive au sujet du politique. C'est d'ailleurs l'inclinaison de mon propos aussi. Mais je ne vais pas parler politique pour parler politique, je vais parler théorie politique comme je le fais toujours, mais en parlant d'intelligence artificielle, de technologie, d'écologie. Si ça vous va, un petit café. À l'heure où je fais cette vidéo, on est 10 mois avant les élections présidentielles de 2027. Je dis ça, je dis rien. Non, en fait, là, je suis en train de me dire, mes notes, elles méritent une deuxième vidéo. En fait, je vais vous faire une suite. Voilà, ça va être ça. Là, je vous publie ça dans la foulée. Je mets les rushs les uns après les autres. Je fais pas de montage. Et je vous partage la suite de la vidéo. Bah, s'il y a beaucoup de commentaires. Non, quoi qu'il arrive, je vais vous partager la suite de la vidéo parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer, à la préparer. Et de toute façon, elle est là. Je vais pas passer à côté. Mais des encouragements en commentaire, des likes, ça coûte rien. Ça fait plaisir. Merci. Ça met en avant. Vraiment, alors ça booste l'algorithme, mais à mort. Donc, ne soyez pas avare en commentaire si ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai préparé vous a plu et si ça vous a donné envie de lire ce livre, sachant que j'ai parlé de ça à mon beau-père qui est ingénieur retraité et il m'a prêté ça. Donc autre dialogue entre Villani et un ponte dans le domaine artistique, mais en l'occurrence Carole, alors Beffa, je sais pas comment ça se prononce, compositeur et pianiste, a été sacré meilleur compositeur aux Victoires de la musique 2013, titulaire de la chaire de création artistique au Collège de France en 2012-2013. Il est maître de conférences à l'École normale supérieure. On n'est pas sur de la gnognotte. Voilà, les coulisses de la création, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Mais déjà, je vais vous finir la vidéo dans une deuxième partie de ce que j'ai préparé en rebondissant sur celui-là. Bisous. Qui a été préparé par le gouvernement, mais qu'un bon expert technique saura toujours comment craquer. Et elles-mêmes, les réseaux internationaux, évidemment, soyez tranquilles, se muniront avec leur propre messagerie cryptée, clandestine, et échapperont complètement à tout contrôle. Gagneront donc sur tous les plans. Donc ça, c'est bien documenté, ça fait 10 ans que c'est dans tous les rapports. Entre l'expert du sujet concerné, la tâche concernée, et l'expert en programmation.